Nous allons donc parler de femmes et archéologie. Nous avons commencé, si j'ose dire, à déflorer le sujet vendredi dernier au Musée d'archéologie nationale, qui est partenaire du cycle et qui ouvre, avec d'autres, un cycle spécifique sur le sujet. Et donc vous remarquerez avec moi et avec bonheur le dynamisme au sein de plusieurs collectifs autour de l'archéologie et autour de cette thématique, donc femmes archéologie. J'entends d'ici, et je l'ai entendu pour de vrai il y a peu, que c'est, je cite, peut-être quand même, c'est une question, n'est-ce pas un sujet un peu étroit ? Si, je l'ai entendu il y a peu. Et j'entends, toujours, crier au moins dans deux directions. Le premier cri qui est attendu, encore une soirée sur les femmes, voire de bonnes femmes. C'est dingue ça, elles, les femmes, ont pourtant eu leur jour vendredi dernier. Ça devrait aller au moins jusqu'au 8 mars 2025. Quelle audace d'oser une deuxième soirée sur le sujet, hors du cadre des 24 heures prévues pour ça. Deuxième cri, peut-être moins attendu. C'est ou pas, je ne sais pas. C'est dingue, ça se tient dans un musée. Et comble du scandale, avec des directrices de musée. Ça, je trouve ça très, très grave. On le sait, l'archéologie, c'est le terrain. Celui où on se brûle, où on se gèle, en crottant les godasses de sécurité. Non, je ne suis pas devenue folle à entendre des voix et je vais répondre à ces cris. Premier cri. Nous ne sommes pas réunis ici pour traiter d'histoire de bonnes femmes. Nous sommes là pour aborder une réalité historique et sociétale. Rappelons-nous l'identité de ce cycle, Archéologie dans la cité, que je viens d'évoquer, le lien entre la science et la société. C'est d'ailleurs le sous-titre que nous avons choisi pour le blog du carnet hypothèse.org. Oui, les femmes existent. C'est une précision pour les sapiens qui en douteraient. Et elles ont existé dans l'histoire de l'archéologie, mais on les a peu vues. On les a vues de manière particulière. Nous allons l'évoquer à plusieurs reprises. En 2024, il y a du sens à en faire un sujet scientifique sous ce double aspect. D'histoire de la recherche jusqu'à aujourd'hui, des personnes comme sujet ou sur le plan de l'approche. Et sous l'angle des questionnements sociétaux contemporains également, un sujet sous cet angle qui soulève des interrogations qui seront abordées ce soir, de manière non exhaustive, bien sûr, tant le sujet est plutôt immense que restreint. Qui sont ces actrices ? Qui sont ces professionnels ? Qui sont ces scientifiques aujourd'hui ? Quelle évolution peut-on percevoir ? Ont-elles une place égale à celle des hommes ? Et c'est un sujet, et je tiens à insister là-dessus, qui concerne toute la société, y compris les 50% environ d'hommes qui la composent. Ce qui me permet d'ajouter avec insistance, car j'y tiens, ce n'est ni le lieu, ni l'objet d'un militantisme primaire et idéologue. Ce n'est pas une soirée contre les hommes, pardon à Guitry, mais simplement une occasion de poser notre regard sur les femmes, tous ensemble. Non, nous ne sommes pas ici pour penser que les hommes sont à l'origine de tous les maux. Deuxième cri et seconde réponse. L'archéologie est ce soir dans un musée, et pire, avec des directrices de musée, je l'ai évoqué. Et oui, c'est un choix assumé, et peut-être non dénué d'un soupçon de provocation. C'est un choix porté par la conviction qu'il est temps de réviser l'adage « l'archéologie, c'est le terrain ». C'est d'ailleurs une voie qui a permis aux hommes d'y affirmer une légitimité virile déniée aux femmes, et aux femmes d'y accéder en adoptant parfois des codes masculins. Encore aujourd'hui, c'est un des principaux combats militants d'être sur le terrain à égalité avec les hommes. Et il est important, effectivement, que les femmes y aient une place légitime, et il est absolument intolérable que ce soit dans un tel espace où les agressions y sont plus nombreuses que dans d'autres lieux professionnels. Mais il existe des ailleurs de l'archéologie. Je radote. Archéologue, ce n'est pas un métier, c'est un ensemble de professions, d'expertise, de compétences qui s'exercent dans une pluralité d'endroits. Et le musée est essentiel dans la chaîne du travail archéologique et pas simplement en bout de course, quand il n'y a plus rien d'autre à faire.
Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et dans l'action. Nous avons donc ce soir le plaisir d'être accueillis par Aurélie Clemente Ruiz, qui est directrice de ce lieu, qui s'est spécialisée sur des thématiques autour de l'archéologie du monde arabe et qui a plus d'une corde à son arc, j'ose dire, dans le développement de sa carrière scientifique et de directrice et de conservatrice de musées. Rose-Marie Mousseau, directrice du musée d'archéologie et du domaine national de Saint-Germain-en-Laye, je l'ai dit, qui a une spécialité plutôt, on va dire, sur l'Antiquité et qui, dans sa carrière, a une attention particulière à la réception des messages scientifiques auprès des publics. Ça tombe bien, quand on dirige un établissement culturel de cette importance, le public est au cœur. Et donc, nous voici réunis pour essayer de dérouler quelques thèmes autour de cette question des femmes et archéologie. On va commencer par un premier thème, si j'ose dire, autour des représentations, des relectures et des réinterprétations. Et on va commencer par une sépulture emblématique. On a vu sur l'affiche tout à l'heure Marthe Pécard, en 1927 sur le terrain. Et on la retrouve ici sur cette diapositive en haut à gauche avec son mari, Saint-Just, en train de fouiller la sépulture de Théviec, donc dans les années 20. Alors, on a mis cette illustration de la tombe de Théviec, qui est une tombe emblématique du Mésolithique, en ouverture et pour incarner d'une certaine manière le sujet, parce qu'effectivement, on a un homme, une femme, un couple, très tôt dans ces années-là. C'est également un couple intéressant parce que c'est un couple emblématique d'une époque, puisque ce sont des industriels. Enfin, lui est industriel en Lorraine, donc il fouille sur sa fortune personnelle. C'est un amateur érudit et éclairé comme on en faisait effectivement dans ces années-là. Sa femme à ses côtés, alors la Lorraine, la Bretagne était quasiment un terrain exotique, si j'ose dire. Voilà, plutôt que de partir en Égypte ou en Orient, on allait en Bretagne Sud, ça valait bien les terres les plus lointaines, et ils y allaient en famille, avec donc leurs enfants fouillés, et c'est comme ça que la sépulture a été mise au jour. Et c'est une sépulture intéressante, parce que c'est une sépulture qui a quand même beaucoup marqué, qui reste une sépulture de référence pour les spécialistes du Mésolithique. Et elle a tellement fasciné que c'est intéressant aussi parce qu'elle est non seulement d'une certaine manière un jalon dans la manière de fouiller, dans la manière d'accorder une place aux femmes ou pas, parce que Saint-Just a quand même eu plus de place que Marthe, dans ce temps de l'amateurisme éclairé. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça reste une sépulture centrale qui a permis justement d'avoir un regard sur la question des femmes, non pas celles qui fouillent, mais celles qui sont là. Effectivement, dans cette sépulture du Sud-Bretagne. Alors, il y a eu une enquête, parce que cette sépulture-là est au musée de Toulouse. Elle est partie loin de la Bretagne et loin des littoraux. Et il y a eu de nombreuses études. Et en 2010, une restauration, une étude et une exposition enquête à Toulouse, comme on aimait en faire. Attention, vous allez être dans la place des archéologues, vous allez enquêter, vous allez faire une enquête policière. De quoi s'agit-il? Qui sont ces deux individus? Et ensuite, cette exposition s'est déplacée à Rennes, toujours autour de la même thématique. Et à cette occasion, eh bien, il y a eu des discussions, des débats. Qui y a-t-il là? Sachant qu'en plus, là, les défunts sont bien conservés, alors qu'en général, la Bretagne, sur ces terrains acides, ne conserve pas ses morts. Donc, c'est à ce titre aussi une sépulture particulière. Et donc, on a, les morts en archéologie changent de sexe au cours du temps. C'est ce qu'on va voir aussi tout à l'heure. Mais sur la sépulture de Théviec, non seulement il change de sexe, donc en 1930, il y a un homme et une femme. En 2010, à Toulouse, il y a deux femmes. Alors, je vous imaginez ce que ça a pu faire comme bulle autour de cette identification de deux femmes. Que font deux femmes ensemble dans une même tombe? 2016, changement de
résultat, et cette fois-ci, Bruno Boulestin dit non, mais personne n'a rien compris, en fait, c'est une femme et un adolescent. Et en plus, on relie non seulement le sexe, mais la position, puisque l'adolescent, a priori, est sous la femme et non pas complètement à ses côtés. Donc ça veut dire que d'un point de vue de la déposition, il y a une autre histoire que celle qu'on avait vue au départ. Donc, en archéologie, les individus changent de sexe et puis ils changent aussi de type de mort. Donc ça, je complète, parce que tant qu'à faire. Et donc en 2010, parce qu'on voulait voir la guerre partout, il n'y avait pas de raison que Théviec échappe à ces scénarios. Et donc on a vu, parce qu'effectivement il y a un coup sur la tête, on a dit, c'est une mort violente, ils ont été massacrés. C'est le début de la guerre, évidemment. Et puis en 2016, non. Effectivement, il y a des stigmates sur le crâne, mais c'est dû à l'enfouissement et à la taphonomie, et absolument pas à une mort violente. Donc là aussi, révision du scénario. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Théviec incarne effectivement cette archéologie qui n'est absolument pas fixe, mais qui évolue dans le temps et qui donne une place à la fois dans ce qui est enfoui et aux acteurs qui sont sur le terrain, qui a évolué au cours des presque 200 ans maintenant d'archéologie que nous connaissons. Thème numéro 1, et je passe la parole à Aurélie, qui va donc continuer à vous expliquer comment, en archéologie, on change de sexe. Et oui, on change de sexe en archéologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit bien que c'est une science jeune, et donc qui évolue aussi avec la société. Quand on a des découvertes, je pense notamment au XIXe siècle, eh bien finalement, les archéologues qui vont aller sur le terrain vont analyser les premières tombes qu'ils vont trouver, les premiers corps en contexte funéraire, à l'aune de la société du XIXe siècle. On voit bien que sur ces premières analyses de fouilles archéologiques, eh bien, on est plutôt en train de coller un présupposé de ce qu'on pense être à l'époque, qu'à l'époque déjà, et on voit un certain nombre d'interprétations qui ont été, comme tu l'as dit Anne, beaucoup revues ensuite au cours du temps. Alors je trouvais ça intéressant déjà de commencer par vous parler très vite de la tombe de Brière qui a été trouvée en fait dans une île britannique près de la Cornouaille, qui a un petit peu interrogé les archéologues quand elle a été trouvée. Parce que, je vous le disais, généralement, en fonction des trouvailles en contexte funéraire, eh bien, on attribuait les tombes plutôt à des hommes ou des femmes. Pour faire court, et comme on est dans les clichés, eh bien, on trouve un miroir, c'est un squelette de femme, on trouve des armes, c'est un squelette masculin. Ça peut paraître un peu naïf dit comme ça, mais enfin, ça s'est passé, ces interprétations ont existé quand même pendant des siècles. Sauf que sur cette tombe de Brière, on a trouvé et un miroir et des armes. Donc là, c'est un peu embêtant parce qu'on ne savait plus trop si c'était un homme ou une femme. C'est embêtant. Est-ce que c'était un guerrier qui aimait bien se regarder ou est-ce que c'était une femme qui aimait bien combattre ? Compliqué. Heureusement, aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils scientifiques, technologiques, qui nous permettent de faire des analyses beaucoup plus poussées et de ne pas juste rester à une impression, une interprétation qui est toujours à l'aune de notre propre société, finalement. Parce que ce qu'on décrit au XIXe siècle, eh bien, malheureusement, on peut encore un peu le trouver aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que les archéologues utilisent un certain nombre de techniques pour ne plus être dans l'interprétation, mais être vraiment dans l'analyse scientifique de toutes les données qu'ils peuvent trouver dans ce contexte funéraire. Alors, à votre avis, la tombe de Brière, homme ou femme ? Il y en a qui ont peut-être la réponse. Eh bien, c'était une femme.
C'était une femme qui était enterrée là, et on a pu déterminer tout simplement le sexe du squelette qui a été retrouvé grâce à l'analyse protéomique d'une dent qui, donc sans équivoque, permet de déterminer le sexe du squelette qui était dans cette tombe. Mais on voit bien que cette analyse genrée finalement d'un contexte funéraire, du matériel funéraire qui va accompagner les squelettes, perturbe pendant très longtemps la perception qu'on a finalement de ces populations anciennes et du regard qu'on porte aussi sur la préhistoire. Alors, je voudrais parler d'un autre cas de figure. Autre cas de figure qui est important de présenter ici, puisque c'est une pièce qui est présentée dans nos collections au Musée de l'Homme. En 1870, il y a un préhistorien qui s'appelle Émile Rivière qui part fouiller la grotte du Cavillon, qui se situe en fait dans le nord de l'Italie. Il va passer plusieurs années à fouiller cette grotte, puisqu'au début, quand il arrive, elle est vraiment pleine de sédiments, donc ça va lui prendre plusieurs années pour sortir, déblayer toute cette grotte. Et le 26 mars 1872, il va découvrir dans cette grotte un squelette que vous voyez là. Donc un squelette enfoui qui a des traces très particulières, puisque sur son corps, on va trouver des traces d'ocre et d'hématite. Et puis, on va retrouver sous son genou et sur son crâne des petits coquillages percés, et puis des canines de cerf également qui sont là en ornement. À cette époque-là, Émile Rivière donc analyse ce squelette et il constate quand même que c'est un squelette assez robuste, assez fort. Donc, il constate bien qu'il y a des parures, qu'il y a un traitement spécifique du corps. Il interprétera notamment la présence d'ocre et d'hématite sur le squelette comme un traitement post-mortem. Et il va décider, finalement, déterminer que ce squelette, c'est un homme. Et que cet homme, on va l'appeler l'homme de Menton. Cet homme de Menton, il va rester... il va entrer dans les collections, et puis il va falloir attendre 1988 pour que Marie-Antoinette de Lumley, qui, passant régulièrement devant ce squelette, le regardant, pas quotidiennement mais presque, trouvera quand même qu'il est un peu bizarre ce squelette pour un homme, et notamment que finalement ses hanches ne sont pas trop des hanches masculines, qu'il y a quand même quelque chose qui la dérange. Elle va finalement faire des analyses un peu plus poussées. Elle va vraiment faire une étude détaillée du squelette pour se rendre compte que finalement c'est une femme. Donc l'homme de Menton changera de sexe et il deviendra la dame du Cavillon. On le disait, Anne, le changement de sexe en archéologie, c'est fréquent. Mais on voit quand même qu'entre une découverte en 1872 et une analyse finalement en 1988, il y a presque un siècle qui s'est écoulé pour qu'on arrive à se rendre compte de cette erreur et qu'on fasse ce changement de sexe. C'est long quand même, un siècle, dans un musée plein de scientifiques où on essaie de travailler au quotidien sur les collections. Tout ça pour dire aussi que quand on interprète, il y avait quand même un certain nombre d'éléments qui pouvaient nous inciter à faire penser que c'était une femme. Les parures sur la tête, les coquillages et les crâches qu'on a retrouvés, mais finalement ces indices n'ont pas orienté à l'époque l'archéologue Rivière vers une interprétation féminine. Et on voit bien qu'il faudra un changement de mentalité pour qu'on revienne sur l'interprétation de ce squelette. Et c'est encore une fois un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui est assez révélateur. Et encore une fois, je vous disais, aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a des outils
qui nous permettent maintenant de ne plus douter, en tout cas quand les restes sont suffisamment bien préservés, du sexe des squelettes. Et on voit bien aujourd'hui que finalement, notamment la paléogénétique, nous aide très précisément à identifier tous ces squelettes qui, pendant longtemps, eh bien, ont été souvent attribués à des hommes et finalement sont des femmes. Parce que c'est souvent dans ce sens-là que l'erreur s'est produite. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de réattribuer, pas que en France, mais à l'échelle internationale, un certain nombre de squelettes trouvés dans un contexte funéraire tout au long du 19e siècle et finalement jusque souvent dans la seconde moitié du 20e siècle pour être sûr de leur sexe. Et peut-être... Ah, pardon, c'est toi. Et voilà, je vous disais juste la différence entre un homme et une femme. Eh bien, quand on analyse simplement de visu le squelette, voilà un peu quelques éléments qui permettent de faire la différence, puisque oui, les femmes accouchent, et donc c'est notamment comme ça que Marie-Antoinette de Lumley a eu cette intuition finalement de cette erreur sur l'attribution du sexe de cet homme de Menton, parce qu'effectivement, elle trouvait qu'il n'avait quand même pas un bassin très masculin et que c'était étrange quand même d'avoir ce squelette dans nos collections. Rosemarie ? Allez. C'est parti. Alors, on a parlé du siècle et demi qui couvre finalement les questions de préhistoire, d'interprétation du sexe des squelettes, de l'évolution également des outils qui sont les nôtres. Il y a également un autre élément qui est source d'interprétation, c'est la manière dont finalement on peut restituer à terme une image à destination des publics. Et ces publics, effectivement, varient en fonction des périodes, comme les images que l'on peut avoir des sociétés du passé vont varier d'une période à l'autre. Un des premiers vecteurs, clairement, est celui de la figuration. Ici, vous avez 3 images qui correspondent à 3 périodes complètement différentes de création. Je vais commencer par le plus contemporain, parce que c'est celui peut-être qui a été le plus diffusé jusqu'à présent, qui fait partie aussi des manuels scolaires, c'est un point que j'ai découvert il y a peu, et qui effectivement véhicule l'image de Lady Sapiens, cette femme de la préhistoire particulièrement indépendante, sauvage même, on peut le dire à un moment donné, avec cette tenue et cette capacité à pouvoir finalement faire quasiment tout par elle-même. C'est un véhicule qui a été traité à la fois par une publication, par un documentaire et par un jeu vidéo. J'en reste là pour l'instant. Le deuxième visuel que vous avez est tiré de la fin des années 60. Nous sommes juste en pleine révolution 68arde, avec un film dont certains d'entre vous ont peut-être vu ou eu la chance de voir ses interprétations par Raquel Welch, d'une femme issue effectivement d'il y a 1 million d'années avant Jésus-Christ et qui combat Mammouth, qui fait partie effectivement d'un certain nombre de ces ensembles, qui est surtout couverte d'un bikini en peau de bête, qui laisse apparaître sa chevelure flamboyante et effectivement une force quand même somme toute assez maîtrisée face à ses comparses masculins. Et je remonte encore de quasiment un siècle, nous sommes dans les années 1880, avec ici une représentation de Paul Jamin qui représente un rapt à l'âge de pierre. On n'a pas d'informations plus avant. Je précise quand même que Paul Jamin est un des peintres dits archéologues qui a fait l'objet d'un certain nombre de commandes de l'État à l'époque pour pouvoir traduire justement ces découvertes récentes que l'on faisait au sujet des hommes assez anciens, de squelettes fossiles effectivement sur l'ensemble. 3 représentations, 3 images différentes, 3 positions de la femme extrêmement différentes aussi. On bascule d'une position qui est une position associée à finalement une femme relativement faible, victime de violence, qui subit effectivement le joug masculin, à une bascule vers une femme qui est relativement féministe, ce qui correspond effectivement à nos idéaux contemporains, et qui est relativement indépendante et isolée. Donc 3 périodes différentes, 3 contextes différents, 3 véhicules également qui ont marqué l'esprit. Parce que c'est finalement ce que l'on peut traduire à un moment donné, la capacité à rendre en image, restituer en image l'ensemble. La capacité à pouvoir restituer effectivement ces images d'ensemble traduit aussi à un moment donné des véhicules dans la société. Je suis une enfant des années 80, donc j'ai aussi été élevée avec un certain nombre de ces véhicules dans l'esprit, qui faisaient partie à la fois de manuels de vulgarisation, d'illustrations qui n'étaient pas toujours non plus référencées et datées, et qui traduisaient aussi systématiquement une forme d'organisation
sociale. Je vous présente une autre de ces toiles qui a fait le tour d'un certain nombre de manuels et qui est liée à Fernand Cormon. C'est une toile qui fait partie des collections du Musée d'archéologie nationale, puisque précisément il s'agissait d'une commande de 1880 pour pouvoir, à ce moment-là, illustrer une salle qui était dédiée à la préhistoire et qui était dédiée justement à cette dernière découverte d'une trentaine d'années cumulée au sein du musée appelé à l'époque des Antiquités nationales. Ce que l'on retrouve comme schéma est un schéma de composition relativement classique, avec une opposition d'un côté de l'univers masculin, symbolisé par la chasse, la force, les armes, la notion effectivement de clan à un moment donné, et qui est opposé à un univers dit féminin, et dans lequel vous vous retrouvez avec une figure féminine particulièrement dénudée là aussi, entourée d'enfants, et présente à côté de vieillards. Donc on retrouve cette opposition effectivement de la famille en tant que telle, avec l'apport alimentaire, l'apport carné, l'apport également de la force représentée par l'homme, avec effectivement de l'autre côté l'univers féminin, qui est surtout marqué par le nourrissage, l'allaitement, qui est marqué également par des activités dites du foyer. On est dans une transcription complète de la société du 19e siècle, transcription qui va jusqu'à l'esthétique empruntée, puisqu'on ne se pose pas à ce moment-là la question de savoir à quoi vont représenter réellement les femmes, à quoi scientifiquement on peut associer effectivement ces femmes, mais à une représentation très idéalisée. Ces figures, par exemple, à la chevelure rousse dont je parlais, sont des archétypes de ce que pouvait représenter finalement cet idéal féminin, souvent incarné d'ailleurs par des muses empruntées au théâtre ou à la comédie, qui étaient effectivement ces muses de l'ensemble des peintres et artistes convoqués. La question du fantasme de l'organisation sociale est pour moi une des éléments qui effectivement fait partie des discussions qui sont en cours et à l'œuvre dans un certain nombre de véhicules qui vont transparaître. Et on retrouve plusieurs fantasmes associés à cette place de la femme dans l'organisation sociale. D'un côté, une sage famille mononucléaire avec le papa, la maman, les enfants, qui vont être traduits justement dans l'iconographie et la représentation. Vous retrouvez toujours la mère nourricière associée à l'homme, dont la pose est par ailleurs empruntée au classicisme grec. Donc on est complètement dans une traduction aussi de l'idéal esthétique de cette période, également entouré d'enfants. D'un côté, on a cette représentation, de l'autre, on va avoir la représentation de la femme puissante. Vous avez ici une sépulture qui est présentée au Musée national de la préhistoire, qui a été une découverte de 1934, provenant d'un site qui s'appelle Saint-Germain-la-Rivière, et dans laquelle vous avez une sépulture extrêmement riche qui a été découverte, avec quasiment 70 craches. Alors, tu as utilisé ce mot tout à l'heure, les craches, ce sont les dents de cervidés. Chacune de ces dents, vous en avez également un petit détail en partie haute, comporte des signes qui ont été gravés directement dessus, et tous ces signes sont complètement différents. Cette sépulture, elle associe au dehors du cervidé, qui est un animal à l'époque, on le sait aujourd'hui, rare. Elle est associée à de la stéatite et elle est également associée à des coquillages qui proviennent effectivement du littoral côtier. Donc des biens qui ont fait l'objet d'échanges de longue distance, associés à des produits plutôt de luxe, de parure, correspondant à l'ensemble. Cette figure, cette sépulture est associée également à cet ensemble un squelette féminin, également recouvert d'ocre, et qui, effectivement, cette fois-ci, a eu un sexe relativement rapidement attribué comme étant un sexe féminin, contrairement à la dame de l'Aquina dont on parlait, qui a, elle, changé 5 fois de sexe en cours de route. Là, tout de suite, l'imaginaire de projection a été associé finalement à ces questions de la puissance féminine, derrière, et à la représentation effectivement d'une femme située en haut de l'organisation sociale. Donc on l'a vu, il y a la question de la représentation esthétique, de la projection contextuelle et celle finalement de cette organisation sociale. Les dernières représentations, elles, ne sont plus dans une traduction directe de cette organisation sociale opposant les deux univers, masculin-féminin, mais sur des représentations individualisées. Ici, je vous montre deux travaux, j'appelle ça vraiment des travaux, parce qu'on part réellement d'une reconstruction faciale, qui sont réalisés par l'artiste et spécialiste Elisabeth Daynes, où vous avez ici à la fois une représentation de Pierrette, qui est notre représentation d'un fossile néandertalien issu du site de Saint-Césaire. Et de l'autre côté, vous avez une représentation qui est présentée in situ à l'abri Pato, le lieu d'où elle provient, qui représente une femme sapiens moderne. Dans les deux cas de figure, on est sur des logiques effectivement de reconstruction qui prennent appui sur le contexte également scientifique. Tout à l'heure, nous parlions des outils tels que l'ADN. Nous parlions des outils qui sont souvent empruntés à des sciences connexes,
Et là, typiquement, vous avez une évolution majeure qui s'est produite entre les deux et qui est autour de la pigmentation de la peau. Ces deux éléments sont importants. Nous sommes à une décennie d'écart dans les deux reconstitutions à chaque fois qui ont été réalisées. Et vous voyez que la représentation de la femme moderne dernière mois a une peau qui est une peau beaucoup plus sombre. Ça correspond à des progrès qui ont été effectués dans la lecture de l'ADN en particulier et qui ont permis d'identifier à la fois la présence d'une peau sombre et une conjonction finalement avec des yeux de couleur claire. Ce sont ces éléments qui nous permettent progressivement d'avoir une image de plus en plus affinée finalement de ces sociétés humaines du passé et peut-être à terme des organisations sociales que l'on pourra imaginer sans fantasme. Sujet numéro 2, puisqu'on a dit qu'effectivement dans cette conférence on allait aborder, en tout cas commencer à aborder, effleurer si j'ose dire, deux aspects, donc ce côté de sujet scientifique, on voit bien qu'il y a une évolution et on verra vers quoi on peut aller, et puis la question des femmes comme actrices sur le terrain, sur les terrains, les au pluriel, hier et aujourd'hui. Et on va commencer justement par aujourd'hui, en évoquant un sujet, on se dit bah, c'est bon là, ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, 2023, 2024, la question est réglée, sauf que à l'été 2023, il y a eu un épisode qui montre que bah non, en fait, c'est pas réglé. Et c'est un épisode qui, en l'occurrence, a pris place à Saint-Denis, dans la fouille, autour de la basilique. Et vous voyez ici une pancarte qui a été mise sur le terrain, accrochée à la grille, puisqu'il y avait une fouille en cours. Et sur les fouilles archéologiques aujourd'hui, on a des hommes et on a des femmes en plein été, ou sous la glace, ou sous la neige, ou sous la pluie, en tout cas dans toute saison. Et là, en l'occurrence, durant l'été, sous la chaleur importante de cet été, il y a eu des femmes qui ont fouillé, se retrouvant parfois en t-shirt ou en débardeur, avec voilà, des tenues adaptées d'une certaine manière à la météo, à certains moments dans la météo, parce qu'elles se protègent également et elles ont des tenues professionnelles. Et elles ont été interpellées en tant que femmes et en tant que professionnelles, ce qui a permis de mettre en avant cette réalité et de mettre l'accent finalement, ça a été relayé dans la presse, ça a été relayé sur les réseaux sociaux, c'est un cas qui a été dénoncé, mais malheureusement ce n'est pas un cas complètement isolé, même si celui-là, on en a fait la publicité, ça a permis finalement de rappeler cette réalité avec ces pancartes qui sont accrochées. C'est une fouille de l'INRAP, et on reviendra sur ces dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui pour essayer de faire face à ces réalités. Et il est écrit, pour ceux qui ne le voient pas, nous vous demandons de respecter le travail des femmes archéologues qui travaillent chaque jour sur ce chantier. Nous vous rappelons que tout manque de respect à leur égard fera l'objet d'une dénonciation et de poursuites, comme le prévoit la loi. Et avec une précision, depuis août 2018, l'outrage sexiste est une infraction pénale. La loi a été renforcée, d'ailleurs, en avril 2023. Donc on est dans une situation ici très contemporaine, de situation des femmes sur le chantier. Et donc ce n'est pas un sujet qui n'a plus lieu d'être posé, hélas, et qui est bien une actualité, ce qui nous ouvre évidemment à cette thématique autour de la place des femmes. Alors, elles sont présentes, elles sont professionnelles. Heureusement, ce qui arrive sur certains chantiers n'arrive pas partout, tout le temps, heureusement. La majorité des chantiers se passent correctement. Et ça nous montre aussi, quand on regarde, on a cherché un petit peu des textes et des archives, quand même le chemin qui a été parcouru depuis un siècle. C'est un texte publié le 29 mai 1911, signé de Clément Vautel, dans une rubrique qui s'appelait « Propos d'un Parisien ». Je vous le lis. « Cela me fait plaisir d'apprendre qu'à l'école des Beaux-Arts, 6 jeunes filles ont obtenu les premières places au concours d'archéologie. Jadis, les archéologues étaient des vieillards à lunettes, vêtus d'amples redingotes.
Maintenant, ce sont de délicieuses personnes qui portent la jupe étui et le chapeau de Ranem. Vous croyez aller voir trottiner qu'elles ont écouté un conférencier à la mode ou fureté dans un grand magasin? Pas du tout. Elles se hâtent vers une pierre tombale du temps de Philippe Auguste, à moins que ce soit vers un pot de l'époque de Vercingétorix. Ces charmantes émules de Madame Dieulafoy, que nous reverrons tout à l'heure, caquettent avec volubité. Parlent-elles chapeau? Calomnient-elles leurs meilleurs amis? Nullement. Écoutez-les. Ma chère, je vous présenterai une vieille gargouille superbe. Moi, j'ai déniché un vieux trumeau ravissant. Ce sont assurément les seules femmes qui ne disent pas de mal des vieux trumeaux. Qu'importe, ces savantes m'inquiètent. De telles études conviennent-elles à leur sexe? Je sais bien que les féministes me trouveront vieux jeu, encore que je ne date pas de Philippe Auguste. Mais je songe avec une certaine anxiété aux futurs maris de ces femmes archéologues. À quel rang viendront-ils dans leurs préoccupations de leur érudite épouse? Avant l'antique gargouille ou après le vieux trumeau? Pour ma part, j'en reste à la française. Ancienne manière, elle devient rare, et c'était en 1911. Qui sait mettre la poule au pot, un pot qui ne date pas nécessairement de Vercingétorix? Voilà pour ce premier texte qui vous donne un petit peu la mesure, effectivement, de l'évolution et de tous les stéréotypes qui ont pu passer. Nous allons aller vers le suivant, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Aurélie, c'est à toi. Bon, forcément, c'est compliqué de faire une conférence archéologique, j'ai l'impression maintenant, sans parler des stéréotypes. Et les deux stéréotypes que vous avez derrière moi, Indiana Jones et Lara Croft, je pense qu'on les connaît tous et qu'ils incarnent. C'est l'absolu de l'archétype, finalement, du stéréotype de l'archéologue, homme et femme. Parce qu'il n'y a pas de raison que les hommes n'aient pas aussi un petit peu droit à leur stéréotype. Comme le disait Rosemary, on voit bien que dans l'imaginaire collectif, dans la peinture, dans les représentations populaires, on a finalement tout un imaginaire autour de l'archéologue, alors hommes et femmes, qui existe depuis finalement très longtemps, depuis le 19e siècle, et qui est véhiculé comme ça, et qui fonctionne très très bien. Allez demander encore aujourd'hui à n'importe qui, archéologue, archéologie, généralement, la première image qui vient en tête, c'est Indiana Jones. Alors du coup, je me suis, moi, posé la question, je me dis, ok, on pense à Indiana Jones tout de suite, et les femmes? Les femmes, c'est Lara Croft. Alors, est-ce que c'est mieux? Je ne suis pas sûre, parce que dans le genre stéréotype, on est pas mal. Donc là, Lara Croft, donc, c'est l'héroïne d'un jeu vidéo. C'est donc une archéologue aventurière, parce que les deux vont quand même ensemble, généralement, dans cet imaginaire collectif. On voit qu'elle est encore assez dénudée, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis le 19e siècle. La représentation de la femme à moitié nue, archéologue ou pas, elle continue à exister. On était avant sur des femmes préhistoriques fantasmées. Là, on est sur une archéologue fantasmée qui n'est pas beaucoup plus couverte, finalement, et qui a effectivement des formes extrêmement prononcées. Elle rejoint quand même, elle est dans le stéréotype féminin le plus abouti. Et cette archéologue est armée, parce que bien évidemment, elle est sur des chantiers de fouilles extrêmement dangereux, donc il faut qu'elle se protège. Et donc, au lieu de manier la pelle et la truelle, elle manie les armes. Donc là, on est en fait vraiment on va jusqu'au bout du stéréotype. On ne sait plus trop ce qu'elle a d'archéologue, finalement, Lara Croft. Elle est plutôt cette guerrière aventurière. Et puis, de temps en temps, elle essaie de trouver 2 ou 3 objets anciens, parce que finalement, ça fait bien quand même d'avoir ce vernis culturel. Mais au-delà de nous faire sourire, ça questionne encore énormément sur l'imaginaire qu'on colle à ces femmes archéologues encore aujourd'hui, parce que il y a ce jeu vidéo qui continue, il y a des films avec Lara Croft, enfin, on est quand même sur quelque chose qui perdure et qui a énormément de succès encore de nos jours. Et on voit bien finalement que
ce stéréotype genré et cette vision complètement fantasmée de l'archéologue aventurière, eh bien, il a encore de beaux jours devant lui. Alors, je vais vous faire une petite lecture par rapport au terrain, parce que je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on vient de voir la place du terrain qui reste centrale. Et il y a un paradoxe vis-à-vis du terrain. Et je voudrais vous lire un petit extrait de texte de Joanne Gero de 1994, qui est une anthropologue et archéologue américaine qui a beaucoup travaillé sur la place des femmes en archéologie et qui, justement, aborde la question du terrain. L'archéologie, c'est fouiller ou rien. L'obtention d'un statut en archéologie provient encore principalement de la gestion des chantiers de fouilles, des gros chantiers, plutôt que de l'analyse des matériaux archéologiques, et même les grands théoriciens ou les grands producteurs de synthèse doivent faire leurs preuves en tant qu'archéologues de terrain pour montrer leur légitimité. La recherche archéologique qui n'inclut pas la collecte de données primaires est subtilement évaluée comme étant moins convaincante, moins originale, et l'archéologue qui ne creuse pas est considéré comme un contributeur, une contributeuse, moins importante et même, ironiquement, comme un sous-chercheur. Donc ça pose aussi la question, effectivement, de ce terrain placé au cœur de l'archéologie. Donc on déborde la question des femmes, mais on l'inclut, en fait, parce que c'est un combat d'avoir été sur le terrain et en même temps, à vouloir être sur le terrain dans cette chasse au trésor, d'une certaine manière, c'est aussi une façon de nourrir cette archéologie fantasmée et l'idée qu'une carrière archéologique, elle doit passer par là. Et elle doit passer par, d'une certaine manière, la découverte des trésors. Indiana Jones, c'est ça. Lara Croft, c'est ça, à n'importe quel prix. Et quand on a fait une vraie découverte d'un vrai trésor, on a réellement fait carrière. Et on pourrait, dans nos raisonnements, aller au-delà simplement de la question de la place de la femme sur le terrain, mais aussi de la réflexion sur l'archéologie elle-même vis-à-vis de ces terrains, pour passer à un pluriel au-delà de ces stéréotypes et envisager l'archéologie hors du terrain tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Voilà pour ce premier point mais comme l'heure tourne, il faut aller maintenant plus en avant sur les questions des textes et sur ce que l'on peut faire justement pour faire avancer l'ensemble de ces questions. Alors en parlant du terrain, effectivement, les terrains sont pluriels, on le disait tout à l'heure. On va quand même redémarrer par celui qui est classiquement associé à l'image de l'archéologue, c'est-à-dire celle de la fouille du sol, d'un chantier à proprement parler et de conditions de chantier qui sont proches des travaux publics. Il se trouve que plusieurs collectifs ces dernières années ont à la fois recueilli la parole d'archéologues femmes qui sont intervenues sur le terrain, d'étudiantes également, mais également la parole de ce qui avait pu se produire en matière de comportements sexistes ou de comportements à caractère d'agression sexuelle. C'est un des points qui, pour nous, était important de mettre en exergue, effectivement. Sur ces 10 dernières années, on peut noter un certain nombre d'avancées majeures sur ce sujet. Plusieurs collectifs se sont en effet emparés de cette question, à commencer par un premier collectif que moi j'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux il y a quelques années, qui s'appelle Paye ta truelle, et qui était une forme de MeToo de l'archéologie, où effectivement plusieurs témoignages ressortaient à travers ce qui s'appelait autrefois Twitter et qu'on appelle X, et qui finalement recensait un certain nombre de comportements problématiques sur justement le terrain, et comportements qu'avaient subi un certain nombre de femmes en position. Un deuxième collectif a émergé autour des notions d'éthique et de comportement sur ces différents terrains qui ont permis d'aboutir finalement progressivement à une notion de chantier éthique. De chantiers qui vont recevoir ces questions de logo vis-à-vis d'un engagement de chacun des participants sur un bon comportement. Donc on est toujours sur des questions d'organisation sociale, mais cette fois-ci plus fantasmées. Comportement que l'on essayera effectivement de calibrer via un certain nombre d'engagements. Je vous ai également mis un tout ouvrage tout récent, qui est sorti il y a une quinzaine de jours maintenant, qui justement a été écrit par les deux personnes qui sont derrière ces collectifs, qui sont deux Belges, Isabelle Algrin et Laura Marie, et qui justement ont pris appui à la fois sur ce qu'elles ont récupéré comme témoignage, mais également sur leurs propres enquêtes, parce qu'elles sont toutes deux archéologues, et l'une d'entre elles est aussi sociologue. Et donc, elles ont pu effectivement aboutir à un certain nombre de conseils et de préconisations
préconisations qui sont aujourd'hui diffusées par différents vecteurs. Donc vous retrouvez à la fois la question des chartes d'engagement, des diffusions également sur le plan gouvernemental, et puis une exposition qui tourne énormément, qui est une exposition dite panneau. Vous avez un certain nombre de panneaux qui recueillent ces différents témoignages. Elles ont pour ce faire convoqué plusieurs illustrateurs qui ont mis en scène ce que ces femmes avaient pu éprouver. Ça va des questions qui sembleraient assez triviales et assez ludiques, jusqu'à des problématiques de représentation, comme vous pouvez le constater. Alors j'ai rajouté quand même une petite illustration de Céline Piret qui montre que la représentation Lara Croft a la vie dure, y compris sur la manière dont on envisage la sexy archéologue, après la sexy Pierrette, qui effectivement n'a rien à voir avec la réalité et avec la manière dont le terrain peut effectivement se dérouler. Je vous engage à aller sur leur page. Toutes ces illustrations sont directement disponibles et l'exposition panneau dont je vous parlais est également disponible intégralement sur le net. C'est assez instructif, c'est assez éclairant également sur les comportements qui peuvent se produire dans le cadre de ces différents chantiers. Alors finalement, cette question touche aussi à l'archéologie intime et à la manière dont non seulement les conditions d'une fouille, mais également les conditions de collecte peuvent nous renseigner sur une histoire de l'archéologie qui reste en grande partie à réécrire justement à l'aune de ces deux grandes tendances que nous avons vues, à la fois sur l'interprétation des représentations, l'interprétation des organisations sociales, mais également sur les traces tangibles laissées finalement par ces femmes qui ont été des actrices du terrain. Ces réseaux sont représentés en tout cas, et on va essayer de les mettre un peu mieux en exergue à l'avenir, par un certain nombre de courants de recherche qui ont trait aujourd'hui et qui permettent de réexaminer la présence d'un certain nombre de personnalités comme actrices de l'archéologie. C'est également une relecture des archives, et parmi ces archives, nous avons à la fois des archives qui prennent la forme de carnets de fouilles, bien évidemment, de relevés, de documentation associée au terrain, mais également des éléments un petit peu plus, je dirais, extraordinaires que nous pourrons représenter. Et pose ensuite la question de savoir s'il existerait des terrains qui soient des terrains plus féminins. Question complètement ouverte. Un des exemples assez emblématiques de cette archéologie est lié à Jane de la Foix, une personnalité en tout cas qui traverse, là aussi presque comme une image fantasmée finalement de ce qu'est devrait être l'archéologue aujourd'hui. Oui, Jane de la Foix, c'est une des pionnières de l'archéologie. Elle est décédée en 1916 et elle a fouillé énormément de sites accompagnée de son mari. C'est important de le préciser parce que la plupart de ces femmes, en fait, leurs conditions sociales et notamment leur statut marital est extrêmement important. C'est-à-dire que les archéologues, notamment femmes, notamment au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, eh bien, pour exercer ce métier, déjà, il fallait qu'elles aient les moyens. Donc, elles étaient souvent issues de la bourgeoisie, voire de la haute bourgeoisie. Elles avaient fait des études, et ensuite se posait la question de est-ce qu'elles sont célibataires, mariées ? Si elles sont mariées, est-ce que leur mari les autorise finalement à travailler ou pas ? Jane de la Foix, elle a eu la chance d'avoir un époux, lui aussi archéologue, et ils sont partis ensemble sur le terrain. Et ils ont travaillé ensemble, notamment en Perse, sur plusieurs sites. Elle était assez connue à l'époque et elle était assez remarquable. On l'a aussi connue beaucoup parce qu'elle portait un costume d'homme. Et donc on revient aux questions qu'on posait, c'est-à-dire la représentation physique, c'est-à-dire comment ces femmes archéologues finalement s'habillent pour travailler. Ça paraît bête de parler de ça dans une conférence sur l'archéologie au féminin, mais on se rend compte que c'est encore un sujet quand on pense à ce qui s'est passé à Saint-Denis en 2023. Et ça l'est quand on voit le stéréotype de Lara Croft, et ça l'est aussi quand on voit Jane de la Foix qui, finalement, pour être tranquille, pour voyager sans se faire embêter, eh bien, portait un costume d'homme. Ça raconte quand même quelque chose du statut de la femme, non seulement à cette époque-là, mais de ce qu'elle devait faire pour pouvoir travailler sereinement. Et puis Dorothy Garreau. Alors, autre temps, autre mœurs. Nous avons, comme vous le voyez, un peu plus de 40 ans d'écart qui séparent les dates de naissance de ces deux pionnières de l'archéologie. Nous sommes donc à une bonne génération d'intervalle, et effectivement les conditions d'exercice ont déjà évolué. C'est vrai que Jane de la Foix était connue pour son permis de port d'un costume masculin. Elle était aussi
Elle avait aussi cette image d'une aventurière, elle était devenue tireuse d'élite. Donc voilà, on était associé finalement à ces tout premiers temps des entreprises complètement libérales de l'archéologie. Avec Dorothy Garreau, on est sur une archéologie, pour le coup, qui est beaucoup plus académique, beaucoup plus universitaire et qui est forgée par des réseaux de sociabilité extrêmement importants. Dorothy a été une des premières femmes, avec sa comparse, qui est une autre Dorothy, dont je vous parlerai tout à l'heure, Dorothy Bate, à avoir accédé à une chaire d'enseignement, une chaire académique, puisqu'elle est devenue professeure à l'université de Cambridge. C'est une rareté, c'est une des premières femmes à avoir occupé ces fonctions, qui ont été des fonctions essentielles à la fois pour non seulement être en capacité de pouvoir réaliser une recherche, mais pour également transmettre, et ainsi forger de nouvelles générations dans la suite. Dorothy Garreau a été sur des terrains qui étaient aussi bien des terrains plus locaux, puisque c'est une paléolithicienne qui est intervenue aussi bien en France, que sur les terrains orientaux, où elle a pu repérer un certain nombre de structurations sur le plan archéologique. Alors il se trouve qu'il y a deux endroits qui sont importants pour les archives de Dorothy Garreau. Il y a le Pitt Rivers Museum qui a complètement diffusé et mis en ligne la collection photographique de cette dernière, et puis il y a le Musée d'archéologie nationale qui conserve un fonds extrêmement important de photographies de Dorothy Garreau, qui conserve également certaines de ses notes, et qui conserve aussi des éléments qu'on ne pense pas tout de suite à voir quand on parle d'archéologie. Vous avez derrière moi un objet qui a été exposé le mois dernier au sein du Musée d'archéologie nationale et qui est une boîte de collants, une boîte de bas, qui explique aussi à un moment donné en quoi finalement les conditions de chantier vont être aussi importantes pour ces différentes femmes. Donc ces bas Vitos comportent, vous le voyez sur la couverture, un certain nombre d'inscriptions manuscrites, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un élément de contenant pour des ossements, des os de gazelle, qui avaient été identifiés sur un chantier mené par Dorothy Garreau au Mont Carmel. Nous sommes sur des circuits de chantier, en tout cas qu'elle mène de 1928 à 1934. On est à peu près dans les années 1929-1930 pour ce site en particulier, qui est un site important, puisqu'il a fait partie des sites qui ont permis à Dorothy Garreau d'identifier une ère chronologique particulière, une période chronologique particulière qui s'appelle le Natoufien, et qui correspond finalement à des périodes très récentes du Paléolithique. Par ailleurs, cette boîte à bas, elle n'est pas arrivée de manière anodine. Elle est arrivée via le don d'une autre personnalité qui a été extrêmement importante pour Dorothy Garreau, qui est Suzanne Cassou de Saint-Mathurin, et qui a fait don effectivement à la fois de ses propres collections, mais également des collections dont elle avait hérité au titre des sociabilités universitaires et intellectuelles à ses fins. Et nous sommes là face effectivement à un terrain un petit peu particulier, qui est celui à la fois des réseaux sociaux que l'on peut mener, qui sont des réseaux intellectuels, des réseaux spécifiques. Vous avez ici par ailleurs une image de Dorothy Garreau sur justement ce terrain oriental avec deux de ses collaborateurs, un de ses collaborateurs et une autre qui est Dorothy Bate, celle avec qui elle a été associée sur ces terrains de fouilles. Alors, ça pose aussi cette question finalement, a-t-on des terrains réservés aux femmes? Et quand on parle de terrain, c'est aussi bien les terrains qui sont associés au sol que les autres finalement corps disciplinaires que représente l'archéologie. Oui, on voit bien, on a beaucoup parlé du terrain, et effectivement c'est la partie immergée de l'iceberg quand on parle d'archéologie, mais en fait il y a tout le travail qui va derrière, de documentation, d'inventaire, de recherche, de nettoyage, de tout ce qui va finalement constituer le travail archéologique jusqu'au bout, jusqu'à peut-être son entrée au musée, où on continue à travailler sur ce matériel archéologique. En fait, il ne s'arrête pas, il n'est pas mort une fois qu'il est sorti de terre, bien heureusement. Et en fait, tout ce travail-là, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui ont participé à l'étude, à la documentation de ces éléments trouvés en fouille. Sauf que souvent, ce n'est pas elles qui apparaissent, en fait. On a du mal à les identifier. Elles sont parfois citées par le directeur de fouille, parce que c'est un directeur de fouille, ou parfois simplement on trouve leurs initiales. Mais c'est un peu un travail de fourmi d'arriver à les identifier. Et tout ce personnel féminin qui va travailler vraiment sur ce matériel de fouille, eh bien, il est extrêmement nombreux et depuis très longtemps, finalement. Et on voit bien que on a du mal à savoir qui c'est. Alors, pour ceux qui ont vu l'exposition Préhistomania, je ne pouvais pas ne pas en parler un petit peu, puisqu'on a voulu
volontairement mettre en avant dans cette exposition le travail des femmes qui ont accompagné Leo Frobenius, donc cet explorateur allemand, dans plusieurs de ses missions à travers le monde, où on voit bien qu'il avait réuni plusieurs femmes, alors qui, elles, n'étaient pas archéologues au sens propre du terme, la plupart étaient dessinatrices, souvent, et c'est elles qui faisaient les relevés dans ces expéditions scientifiques. Donc à peu près 90 à 95% des relevés durant les expéditions de Leo Frobenius, donc entre les deux guerres, ont été réalisés, produits par des femmes. Ces femmes signaient leur relevé. Et donc, c'est comme ça qu'on les connaît. Donc là, vous en voyez deux à l'ouvrage, en Algérie, Elisabeth Poli et Katharina Marr, qui ont suivi en plus Frobenius pendant des décennies. Elles ont été sur beaucoup de terrains et on a beaucoup de relevés qui proviennent de ces deux femmes qui étaient particulièrement importantes dans l'entreprise Frobenius. Mais encore une fois, tout ça pour dire que c'est lui qui est resté dans l'histoire et qu'il a fallu faire aujourd'hui, en 2023, quand on a préparé l'exposition, tout un travail pour identifier ces femmes, leur redonner finalement une juste place. Et c'est un exemple parmi tant d'autres finalement. Et encore une fois, c'est intéressant de se pencher 2 minutes, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, sur le statut de ces femmes. Ce sont souvent des célibataires qui finalement, au sortir de leurs études, décident de partir à l'aventure. Parce qu'elles le peuvent, elles n'ont pas encore d'attache, elles n'ont pas encore d'enfants. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'à partir du moment où ces femmes décident de se marier, de fonder une famille, elles n'iront plus sur le terrain. Mais certaines vont continuer à travailler dans l'archéologie et on va les retrouver post-fouille, on va les retrouver dans les musées, on va les retrouver à travailler sur ce matériel. Donc elles n'iront plus sur le terrain pour des raisons sociales, mais elles vont continuer à travailler finalement sur tout ce matériel de fouille qui va être souvent récupéré, ramené, et elles pourront poursuivre une autre partie de leur métier finalement, qui est la partie peut-être moins glamour, moins visible, mais tout aussi importante dans la recherche archéologique, mais qu'on oublie beaucoup trop souvent. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas parler que des fouilles, mais de aussi cette partie finalement de recherche, cette partie qui n'est pas sur le terrain, pour montrer que les femmes, eh bien là, elles sont essentielles et c'est là qu'elles ont fait avancer aussi la recherche. Je vais vous lire un texte court, je vais sauter sur un des textes parce qu'on n'a plus le temps. Juste un texte qui va dans le sens, effectivement, alors un choix social, un choix individuel, et puis un choix que les hommes ont l'air de cautionner. Donc un petit texte paru dans l'Excelsior et qui dit ceci, qui semble assez positif au départ. Mais pourquoi les femmes ne seraient-elles pas archéologues ? Ce métier-là est un de ceux pour lequel elles peuvent le mieux s'acquitter. Il faut en effet des qualités d'attention, de patience, je dirais même de scrupule et de minutie. Elles ont l'habitude de l'ordre, au moins matériel. Elles savent, comme on dit, ranger. Archéologue est donc un bon métier. Elles savent ranger. C'est important. Elles savent ranger. Donc, si elles savent ranger, elles peuvent être donc archéologues. En 2 minutes, évoquer aussi la figure de Hilda Petrie, pareil, archéologue britannique de la première moitié du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé en Égypte, encore une fois avec son mari. En fait, à l'origine, Flinders Petrie va embaucher Hilda pour travailler sur ses chantiers, notamment pour faire des dessins. On est encore là. Elle va venir faire des relevés, des dessins, et puis ils vont se marier. Et donc, elle va pouvoir continuer à travailler, puisqu'ils pratiquent le même métier. Elle va continuer à travailler sur le terrain, mais pas que, puisqu'en fait, elle va également s'occuper de toute l'intendance, de toute l'administration des chantiers de son cher et tendre époux. Et ça, c'est une place où on retrouve très souvent les femmes qui vont accompagner leur mari sur les chantiers. Ces femmes qui souvent sont archéologues à la base, eh bien, se retrouvent intendantes des chantiers de fouilles de leur mari. Donc elles ne fouillent plus directement, mais par contre c'est elles qui vont gérer toute l'organisation, qui est absolument centrale dans un chantier de fouilles. C'est-à-dire que sans elles, il n'y a pas de fouilles. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus ingrat qu'être
un directeur de fouille que de faire de la recherche et que d'aller étudier. Hilda, c'est intéressant parce qu'elle va un peu tout faire, elle a une forte personnalité et elle va réussir finalement à non seulement gérer l'intendance, l'administration, elle va continuer à faire des relevés, elle va continuer à écrire, elle va continuer à publier. Elle sera même la secrétaire de la British School of Archaeology en Égypte, donc elle aura un rôle important, mais c'est presque une exception finalement. Et encore une fois, ça montre bien que si ces femmes veulent continuer à avoir une place sur les chantiers de fouilles, eh bien, il faut peut-être qu'elle trouve le bon mari aussi. Alors fort heureusement, il y a d'autres terrains, comme le disait Aurélie, qui sont extrêmement importants et qui ont permis finalement, à un moment donné, d'avoir une forme d'émancipation par rapport à ces questions. Nous parlions tout à l'heure à la fois de figures qui sont des premières figures académiques, et en parallèle, on a vu aussi émerger un certain nombre de figures dans le milieu de la conservation, dans le milieu administratif, dans le milieu institutionnel, sur ces différents éléments. Alors, il y a quelques chiffres qui ont été réunis par Anne, on peut le dire, hein. Je pense que c'est plus simple, et qui permettent de mesurer aujourd'hui, finalement, d'un point de vue très photographique, hein, où sont assurées quelque part ces responsabilités relevant du décisionnel en matière d'archéologie. Vous avez ici aussi les principaux acteurs, je dirais, du milieu archéologique sur le plan national, avec bien évidemment encore une très forte représentation au niveau décisionnaire des hommes. Je crois que les chiffres se passent de commentaires, hein, mais ça montre, donc je vous le dis, c'est une cartographie à tenter. C'est une cartographie qui évolue, et qui évolue notamment parce qu'on le voit sur la pyramide des âges, on a une très forte féminisation qui est en train de s'opérer effectivement des relations à l'archéologie. C'est un des points qui est important, et c'est un des points qui est à souligner. Tout à l'heure, nous parlions de transmission générationnelle. Ces transmissions passent par l'enseignement et passent aussi finalement par l'accès à un certain nombre de fonctions qui vont des fonctions de recherche, fonctions de conservation et fonctions aussi associées à la décision sur le plan archéologique. On arrive enfin à la fin. J'ai l'impression qu'on a survolé quand même beaucoup de choses. Je pense que, évidemment, il pourrait y avoir encore des dizaines de conférences, mais on voit bien à travers quelques figures, à travers quelques exemples, un petit peu le champ qui peut être exploré entre femmes et archéologie, ce regard vers le passé qui nous met en perspective finalement des questionnements très contemporains, essayer de voir où on en est, où on s'inscrit dans cette histoire de l'archéologie et vers où on veut aller, tous ensemble. Je l'ai dit vendredi quand je présentais ces chiffres et l'introduction au Musée d'archéologie nationale, je pense vraiment que c'est un sujet qui nous rassemble tous. Moi, je me refuse à une histoire des femmes par les femmes, une histoire des Noirs par les Noirs, le communautarisme qui divise alors que tous ces sujets nous rassemblent fondamentalement, c'est l'histoire de l'humanité. Et l'humanité, elle est faite de tout le monde. Et donc, je pense que c'est ensemble qu'on doit effectivement s'interroger à la fois sur cette partie de l'histoire de l'archéologie et puis sur des sujets qui ont été souvent attribués plutôt à des hommes ou à des femmes. C'est vrai que les femmes travaillant sur le textile, les hommes travaillant sur la guerre. Enfin, voilà. Est-ce que ça, c'est un aspect qu'on n'a pas eu le temps du tout d'aborder et puis cette diversification des pratiques, des expertises, qui est une chose qui me semble intéressante. Il y a eu des pionnières et pour lesquelles il faut continuer évidemment à œuvrer en se disant qu'une place à égalité sur le terrain de fouilles où on collecte, c'est très important, dans des conditions correctes, sur le plan du respect des personnes et du respect de la science, et une diversification des responsabilités, des pratiques. Ça aussi, ça paraît important. Défaire le mythe de l'archéologue aux pieds crottés, que ses pieds soient masculins ou féminins, me paraît une bonne chose pour demain et les générations à venir. Merci beaucoup à vous et à vous. Maintenant, on va passer aux questions et aux discussions si vous en avez, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Ne soyez pas timide. Il n'y a pas un terreau en sortant. Pardon. Bonsoir, génial votre discussion. Moi, ma question, elle n'est pas tout à fait dans votre thème, mais j'ai envie de savoir, Lucie
Femme ou homme? Alors, comment vous dire? On a dit toujours dit qu'elle était femme, et puis là on dit qu'elle est peut-être homme. Alors, les dernières c'est amusant parce que je ris parce que la première conférence d'archéologie dans la cité, c'était ici, le 19 mai 2021, le jour de la réouverture des musées et le jour de la Saint-Yves. C'était une conférence qui s'appelait Lucie dans la cité. Et c'était Yves Coppens qui la faisait. Donc vous avez raté l'épisode. Mais c'est mal. Mais cela étant, aux dernières nouvelles, les propositions d'Yves Coppens c'était pour effectivement identifier une femme et non pas un homme. Voilà. Et je réponds à sa place. C'est un petit peu délicat, mais voilà. En tout cas, ça répond à votre question. Merci. Mais la conférence est en ligne sur la chaîne YouTube du Musée de l'Homme. Je fais un peu de promo. J'ai moi aussi une petite question qui n'est pas au cœur de ce que vous avez eu la gentillesse de nous exposer de façon si intéressante, mais je ne vois pas mieux placé que vous pour y répondre néanmoins. Je ne suis pas du tout connaisseur, juste amateur, mais je ne m'explique pas bien comment, si mes informations sont exactes, il peut se passer 20 000 ans entre la découverte de la première figuration humaine, on est à moins 35 000, on l'a appelée Vénus, et la première figuration masculine qui a l'air tout à fait enfantine, qui est la scène du puits de Lascaux, à moins 15 000. Pourquoi est-ce qu'il se passe 20 000 ans avant qu'apparaissent des représentations masculines? Vous avez la nuit pour rester là ou pas? C'est juste une question. Oui, bercé par votre voix, volontiers, oui. Non, c'est une question gigantesque. On n'a pas la réponse. Une des difficultés qu'on a, je me demande, parce que j'ai une spécialiste que je vois, la Geneviève Pinson juste derrière, je vais peut-être pas oser quand même lui demander d'intervenir, ou peut-être que si. Pardon. Mais ça me paraîtrait peut-être une bonne idée. Non, ce qui est compliqué, c'est effectivement le pourquoi. Nous, on a des éléments factuels et on essaie de comprendre, savoir ce qui se passait dans la tête des gens il y a 20 000 ans. On est super puissant, hein, mais c'est quand même compliqué du pourquoi. C'est une forme de représentation du monde et des autres, hein, les représentations qu'on a durant la préhistoire, sur les parois, sur des statuettes. Pourquoi on choisit telle figure ou telle autre? Je ne sais pas si... Geneviève, tu as une réponse simple ou pas? Tu as plusieurs réponses, tu as la nuit aussi? Oui, je pense que le sujet des représentations humaines, c'est un vrai sujet, puisqu'en fait, on les a toujours sous-estimées parce qu'on considère que leur nombre est très petit par rapport aux représentations animales. Donc déjà, ça crée un biais, ne serait-ce que pour se pencher dessus. Et après, on a vraiment une lecture qui est vraiment là aussi subjective, selon de qui les regarde et les interprète. Parce que souvent, notamment pendant une bonne partie de la préhistoire, les représentations humaines ne sont pas si figuratives, si réalistes que ça. Donc il y a une distorsion de lecture. Et quand on a les vrais portraits tels que ceux de la marche du Lussac-Angle, avec des personnes vraiment reconnaissables par leur barbe, donc jusque présent, comme ça reste un critère quand même assez masculin, ou leur sexe, etc. À ce moment-là, c'est un moment de la préhistoire et qui ne dure pas. Donc on a ce phénomène qui est un instantané d'une communauté, d'un collectif qui ose représenter les humains de groupe, en fait. Tout le groupe est là, les enfants, les bébés, les femmes, les hommes. Mais ça ne dure pas. Et en fait, c'est vraiment... on aura la représentation humaine que beaucoup plus tard, après au néolithique, aux âges des métaux, où là, l'humain va se retrouver en représentation, mais dominant la nature, dominant l'animal, le chassant, etc. Donc on a un petit phénomène qui se passe il y a 15 000 ans, dans un territoire très limité. Voilà, et c'est là qu'on a les plus beaux portraits. Voilà, et on a des hommes comme des femmes. Mais c'est vrai que de toute façon, on a toujours une lecture biaisée, et ça, on a du mal à s'en sortir. En toute objectivité. Donc Geneviève Pinson, directrice du Centre national de préhistoire. Merci. Une autre question? On a été si clair que ça? Si brillante que ça? Je dis des bêtises, mais c'est pour vous inviter à glisser vers une question. Bon, va falloir bosser alors encore un petit peu.
Vous viens... Ah, si. Allez. Ça marche toujours de dire des bêtises. Pardon. Sur les graphiques que vous avez montrés à la fin, il y a beaucoup plus de femmes qui arrivent jeunes, notamment à l'INRAP et aux directions, tout ça. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Attendez, alors... Ici, les femmes arrivent beaucoup plus jeunes... Ici, 22. Dans les agents et pareil. Alors, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Là, on est sur les collectivités territoriales. La pyramide des âges montre qu'il y a un rajeunissement global des professionnels au sein des collectivités territoriales, plutôt que la pyramide des âges à l'INRAP, qui est une pyramide des âges, effectivement, vous voyez, plus vieillissante. La question de la présence des femmes très jeunes, quelle que soit l'institution, là on est sur de l'archéologie préventive, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, hein, c'est important quand même de le signaler, ce sont des chiffres pour l'archéologie préventive. Ça rentre aussi, les chiffres rentrent, les contractuels, les contrats qui sont courts peuvent correspondre effectivement à des contrats presque dans des temps de formation ou de professionnalisation qui expliquent des âges très, très jeunes. Il n'y a pas la part ici que vous avez entre CDI, CDD, c'est l'ensemble des emplois, d'où une présence effectivement d'âge très jeune. Et vous voyez que ça correspond quand même à un nombre relativement faible au final de personnes. Après, il y a toute la partie qui relève... pour moi, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais... C'est plutôt important parce que c'est vrai qu'on n'a pas un chiffre de départ qui est celui des étudiantes en archéologie. Or, ces étudiantes en archéologie, elles représentent 75 à 80% des effectifs dans le monde universitaire. Ça, je pense qu'il faut le garder en tête, hein, parce que quand on voit, et ça permet de relativiser ces questions de chiffres, on a l'impression d'un juste équilibre entre les deux. Ça veut dire qu'il y a un taux de déperdition aussi très important entre le moment où les études s'effectuent et le moment où finalement il y a ces accès sur des postes qui sont des postes en collectivité territoriale ou auprès de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Ou auprès des institutions, organismes préventifs agréés par le ministère de la Culture. Mais non, les chiffres, effectivement, là, c'est qu'une partie des chiffres. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas, est-ce qu'on les laisse? Bon, on les a laissés, il faut les prendre tels qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est une partie des données, ce sont des chiffres qui sont à consolider, ce sont des chiffres qui sont à compléter. Et c'est vrai que sur les bancs de l'université, on voit arriver... on a un déséquilibre entre les premières années et puis les étudiants en doctorat, par exemple. Voilà. Là, il y a des chiffres vraiment à aller chercher de manière plus importante que ces simples chiffres-là d'employés, en fait, de professionnels déjà en contrat. Ça permettra d'avoir une vision plus riche et plus large. Merci beaucoup. Et c'était très intéressant. Merci. J'avais une question quand vous avez montré les différentes représentations des femmes, des femmes tout simplement. Vous avez parlé notamment des dernières évolutions scientifiques sur la pigmentation de la peau et on se rendait compte qu'elles avaient la peau plus foncée, les yeux clairs, etc. Et je voulais savoir ce que ça avait pu provoquer et si ça avait provoqué quelque chose de justement avoir ces représentations en termes de questions d'ethnie, j'imagine, etc. Puisque jusque-là, c'était des représentations de femmes blanches, dans tous les cas, dans toutes les images qui étaient représentées. Donc je voulais savoir si ça avait créé quelque chose en particulier ou si c'était un sujet qui était un peu passé en dessous du radar et on restait juste sur la question de ces représentations de femmes. C'est une bonne question. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra mener dans les années à venir. C'est encore très récent et donc ça veut dire que l'iconographie n'est pas encore complètement transmise auprès des publics. C'est un des points importants parce que je pense, nous qui sommes toutes les deux en réflexion effectivement sur des parcours permanents, ça fait partie intégrante des images que l'on souhaitera à un moment donné soumettre au regard des publics et peut-être analyser sous cet angle-là. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de données sur ces questions. Mais c'est vraiment un sujet important parce que finalement, l'incarnation, de voir finalement à quoi pouvaient ressembler ces hommes et ces femmes, ça change en fait le rapport qu'on a avec eux finalement. Effectivement, ces données récentes scientifiques nous donnent une image assez différente par rapport à celle qu'on a l'habitude de voir et voilà, ces images sont toujours véhiculées. Donc, ce temps de changement, il va être long.
parce qu'on le sait bien. Mais et là, effectivement, c'est notre rôle en dirigeant des institutions justement qui travaillent sur ces sujets-là, de donner les bonnes représentations aux visiteurs et de pouvoir effectivement diffuser ces découvertes scientifiques qui sont majeures parce que ça change complètement la perception qu'on peut avoir de ces populations finalement. Mais tout ça va prendre du temps. Et c'est un gage majeur que de devoir aussi les confronter à cette double réalité de celle de l'interprétation. C'est-à-dire que, je l'évoquais tout à l'heure, mais on a des fonds anciens qui sont des fonds de peintres, d'artistes, d'illustrateurs aussi, qui ont travaillé sur ces images et ces représentations des temps et des sociétés humaines du passé. Ce qui est très important pour moi, pour nous, je pense, c'est aussi, je parle pour moi, mais j'associe Aurélie et Anne dans cette histoire, c'est qu'il y ait aussi une lecture critique qui puisse s'effectuer de la part des publics et qu'ils comprennent que nous sommes dans une situation qui ne peut pas être figée. Parce que l'archéologie, c'est aussi ça, c'est de l'acquisition progressive de données, de l'interprétation, on l'a vu, qui est quand même très étroitement liée aussi à des contextes. Et ça, ce sont des éléments que l'on doit pouvoir transmettre justement au public, à avoir cette approche vraiment de critique raisonnée dans la relation aux images. Alors la question de la couleur, évidemment, c'est pas une question qui touche que les femmes, hein, puisque bon, donc ça c'est tout le monde. C'est une révision générale quand même de la chose, et ça continue à susciter des débats au sein des scientifiques. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc les scientifiques, on n'est pas au pays des bisounours en général, donc ça, quand ça fight, ça peut être voilà, assez costaud. Et ce sont les Anglais qui, l'année dernière, ont mis au Muséum national d'histoire naturelle de Londres l'homme de Cheddar, tout d'un coup, qui est arrivé en représentation, sans que personne n'ait été prévenu, avec effectivement une peau très foncée, ce qui a complètement déstabilisé le public. Et ça a alimenté tout un débat. Alors, avec des gens qui disaient non, mais ça, c'est la bonne datation pour un homme de moins 10 000, c'est pas du tout ça, ou si, c'est ça. Donc il y a eu débat chez les scientifiques et il y a eu débat dans la réception de ce qui était proposé par les scientifiques. La vérité vraie n'existant pas toujours, ou en tout cas progressivement, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que ça oblige à se questionner. Et ça oblige les scientifiques à savoir pourquoi ils font des propositions, pourquoi éventuellement ils ne sont pas d'accord entre eux, et à se positionner par rapport au discours qu'ils proposent ou qu'ils présentent effectivement au public. Qu'est-ce qu'ils veulent faire passer comme message? Sur quoi ça repose ce qu'ils donnent? C'est le résultat de quel type d'études? Et pourquoi est-ce que le public accepte ou n'accepte pas? Et c'est vrai que là, la question de la peau, de l'ADN, il y a quand même en ce moment... et alors, je ne dis pas que c'est tous les mois, mais quasiment. Hein, ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup de résultats très forts. Alors, il y a la couleur de peau, si vraiment on veut y passer la nuit. Il y a également la question des migrations. Hein, des migrations, celle du 4e millénaire, celle du bronze final, qui aurait remplacé le grand remplacement de la fin de l'âge du bronze en Angleterre. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres qui sont avancés. 80% de la population britannique remplacée d'un coup. Vous imaginez la panique au royaume de Sa Majesté, quand même. Donc, ça soulève de vraies questions, parce que ça pose la question de l'échantillon, de la méthode conduite, voilà, sur quoi ça repose. En tout cas, ça interroge. Et ça, c'est bien, parce que la science, elle est vivante. Elle doit être renouvelée, elle doit être questionnée. Et quitte à arriver à des, entre guillemets, erreurs, dès lors que ça fait progresser la réflexion, l'erreur n'est pas grave. Enfin, en tout cas, quand on est en archéologie, quand on se trompe, c'est moins grave que quand on a une opération à cœur ouvert sur une table. Donc on peut toujours se dire quand même, bon, si je change d'avis de main, c'est pas trop grave. Après, il y a quand même la manière de le présenter, mais on voit bien quand même qu'on n'est pas dans une immédiateté. La vie des personnes, ils sont déjà morts, en fait, ceux qu'on étudie. Donc il y a moins cette urgence vitale. Ça nous laisse une petite marge, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, ça suscite et ça invite au débat permanent. Et moi, je trouve ça fort. Enfin, c'est à titre personnel, je ne réponds que pour moi, mais je suis sûre qu'elles sont d'accord. C'est vrai que le fait de savoir que parce qu'on a dit un jour, ce sera remis en question dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, c'est pas désespérant, c'est tout le contraire, en fait. C'est juste génial. Et s'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, c'est vachement bien. Alors qu'on dise, oui, il y a un mystère, vous ne l'avez pas résolu. Non, et c'est vachement bien qu'on ne l'ait pas résolu, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à travailler et que d'autres vont pouvoir continuer à travailler. Et donc, en tout cas, je parle pour moi, ça a du sens de former des étudiants.
parce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Demain, on n'aura pas tout résolu et c'est tant mieux. Voilà. On est loin d'avoir tout résolu. Il y a encore beaucoup de boulot pour tous les étudiants actuels et à venir. On n'aura jamais fini. Et franchement, c'est parfait parce que je vais pouvoir en plus faire encore un peu d'autopromo. Puisqu'en fait, comme la science est en marche et que le principe du musée de l'homme, c'est justement d'essayer de montrer cette science en marche et de faire découvrir au public finalement un petit peu l'état de cette science, la prochaine grande exposition du musée de l'homme, en novembre 24, s'intitulera « Migration, une odyssée humaine ». Et justement, on sera là pour, à partir de données scientifiques, raconter ces migrations, les expliquer et puis déconstruire 2-3 idées reçues quand même qu'on a sur le sujet. Et voilà, et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Notre rôle, c'est justement, et c'est pour ça que le cycle archéologie dans la cité, il a son sens, c'est qu'on parle du passé, mais pour mieux comprendre notre présent. Et c'est ça qui donne du sens aussi à ce qu'on fait et qui, je pense, est aujourd'hui essentiel dans nos sociétés contemporaines, de se poser des questions sur notre passé pour essayer aussi de trouver des réponses pour aujourd'hui, finalement. Et ça, la science... Ou des pistes de réflexion. Tout à fait, des pistes de réflexion. On n'a pas des réponses toutes faites, sinon ce serait trop facile. Ennuyeux aussi, ce serait. Ce serait aussi ennuyeux. Ah oui, tout à fait. Merci. Ah, il y a une question. Là. Jean-Charles. Aïe. J'ai peur, un archiviste qui pose une question, ça fait peur. Non, c'était juste pour rebondir sur les propos des couples dans l'archéologie et où c'est vrai, l'homme souvent a une figure prépondérante et en fait, j'allais dire, l'épouse gère l'intendance archéologique, mais au sens large. Et il serait intéressant de voir ça au niveau de l'archéologie, mais gérant des fonds archéologiques et des fonds d'architecture, enfin des fonds de patrimoine, c'est exactement parallèle au couple d'architectes. Tous nos fonds et tous nos architectes patrimoniaux, j'allais dire depuis le 19e siècle, quand on gratte un peu, on retrouve, une fois sur 3 ou 4, on retrouve une épouse qui gère l'agence. Et l'architecte, il n'existe, enfin, en tant que grand architecte important, souvent parce que l'épouse gère l'agence. Et c'est tout à fait parallèle. Donc là, il y a une évolution qui n'est pas une évolution de métier, mais qui est une évolution, j'allais dire, plus de société. Et ça serait intéressant de mettre en parallèle, parce que jusqu'à aujourd'hui, comment dire, on a chez nous un architecte en chef. Je dis enfin, on a des architectes en chef, mais derrière, il y a une fois sur 2 ou 3, il y a une épouse. Je crains que ce soit même au-delà des juste archéologues et architectes. Je crois qu'il y a des femmes de science aussi. Voilà. Je pense qu'effectivement, dans de nombreux, c'est vraiment une question sociétale et générationnelle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas effectivement intéressant de faire le parallèle architecture et archéologie, mais je pense que voilà, on est dans quelque chose qui est effectivement un phénomène de société. Oui, assez large. Après, ce qu'on retrouve aussi comme constante au-delà de l'intendance, c'est que ce sont le côté couteau suisse des femmes sur le terrain archéologique, et qui pouvaient aussi bien être dessinatrices, restauratrices que photographes. Ça, c'est un des métiers dont on n'a pas parlé, mais qui est très, très associé effectivement à la pratique de l'archéologie dès les années 1880, et où souvent, j'ai l'exemple de Bélonie Chantre en tête, qui était l'épouse d'Ernest Chantre, et qui effectivement est intervenue à la place de son mari pour la prise de vue photographique sur le terrain. Et elle rangeait très bien. Merci. À bientôt, le 29 mai, au musée Guimet.